Bonjour à tous, bienvenue avec Armarius. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ange de la mort, le docteur Mengele. On ne peut pas parler de la Deuxième Guerre mondiale et de l'horreur nazie sans parler évidemment de certaines choses qui se sont passées dans les camps de concentration ou les camps d'extermination. Il y a une phrase de Rabelais qui pourrait bien résumer ces choses-là. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui nous disait ça. Et là, on est en plein. On est avec des scientifiques, des docteurs universitaires, des gens intelligents, qui vont faire des expériences inutiles. Ils vont faire souffrir des gens en se disant qu'ils font avancer la science, alors que cette science n'avance pratiquement pas avec leur expérience. D'accord? Ils vont transformer des gens, des personnes comme vous et moi, en animaux de laboratoire, sans tenir compte de leur humanité, de la souffrance qu'ils vont leur infliger. Et les premiers à souffrir de ça, évidemment, ça va être les Juifs et les Tziganes. Plus certains déportés russes, polonais, et puis on va en trouver des fois des cas de plusieurs pays. Alors qui était le docteur Mengele, ce fou-là? Joseph. Ben, c'est un gars qui était passionné par l'anthropologie, l'eugénisme, c'est-à-dire l'ancêtre de la génétique, et par les jumeaux. Et d'ailleurs, il va se servir de jumeaux, et donc d'enfants, justement, pour ses tests de laboratoire. Est-ce qu'il était fou? Ben non, il n'était pas fou. Pas particulièrement. Il était intelligent, il était sensé, il était capable d'aimer, il était normal. Voilà. Tout simplement, quelque chose au-dessus de lui lui a dit, c'était ses chefs nazis, lui ont dit, bah, écoute, il faut faire des expériences, il faut voir comment on peut faire avancer la science, comment on peut faire pour que nos soldats soient moins souvent malades, qu'ils n'attrapent pas de certaines maladies, qu'ils soignent leurs brûlures, etc. Et donc, vas-y, hop, tu as des humains, pour ça, tu fais des tests. Il est né en 1911, M. Mengele, pour venir à lui, en Allemagne, bien sûr. Il va mourir en 1979, au Brésil, et donc il a échappé, justement, au procès qu'il y a eu après 39-45 contre tous ces hommes et ces femmes qui ont fait souffrir les gens dans les camps. Il est né dans une famille bourgeoise, petite bourgeoise, il a 2 frères, un papa qui adhère très tôt à l'idéologie nazie. Il a une enfance normale, on va dire. Il aime la musique, il aime le ski, donc quand on aime le ski dans les années 30, on peut dire que quand on fait du ski dans les années 30, on n'est pas dans une famille pauvre. Il est bon élève, évidemment, il va à l'université pour étudier la médecine à Munich. Et à Munich, c'est le centre névralgique du parti nazi. En 1935, il devient médecin. Il s'intéresse de très près à l'anthropologie, donc au corps humain, et puis à l'eugénisme, hein, comme je vous disais. Et donc ça tombe très bien, parce que les nazis, l'eugénisme, pour eux, c'est très important, hein, la race aryenne, la supériorité de la race aryenne. Il se marie, avant la guerre, en 1939. Il a un fils. Jusque-là, rien d'extraordinaire en Allemagne, quoi. Hein, c'est tout à fait classique, on va dire. La suite devient intéressante et horrible. Bon, il a déjà rejoint le parti nazi, lui, en 1937. Son papa l'avait fait avant lui, il fait comme papa. En 1940, ben, comme tous les jeunes hommes et puis les médecins, on en a besoin dans une guerre, il est mobilisé pour aller faire la guerre. Et lui, il se porte volontaire pour le service médical des SS. Vous savez, les troupes d'assaut d'Adolf Hitler. Ceux qui sont bien en noir, avec la tête de mort. Bien qu'au départ, ces troupes d'assaut ne sont pas très bonnes dans les années 40, en 1940. Je veux dire, elles vont se spécialiser et devenir plus fortes par la suite.
Au départ, ce sont de piètres unités quand même. En 1942, il est toujours dans l'armée, et là, il est en URSS. Hitler a attaqué l'URSS de Staline, et il se bat avec les unités SS là-bas, en Ukraine. Et il va être blessé. En 1943, il est nommé capitaine, mais il est sorti des zones de combat. Il va être transféré dorénavant dans des camps de concentration où il pourra poursuivre ses études justement sur l'eugénisme, sur l'hérédité humaine, pour voir l'évolution du corps à travers le temps, pourquoi on est comme ça ou comme ça. Et lui, ce qui le passionne, c'est les jumeaux. Et là, on l'envoie à Auschwitz, et là, directement, Auschwitz, dans ce camp de concentration et d'extermination, en Pologne, il a tous les sujets qu'il veut. Les sujets humains sont à sa main. D'accord? Il a la liberté totale de mener les expériences comme il le veut. Sur les détenus, juifs, tziganes, polonais, etc. De toute façon, qui pour les Allemands devaient mourir. Alors, on pourrait penser que ces expériences sont tout à fait bizarres pour un médecin universitaire, qui est connu en plus, qui est connu pour avoir été un chercheur à un moment donné, avant la guerre, qui est connu pour être soi-disant intelligent. Eh bien, on va voir que la plupart de ces expériences sont des expériences macabres, cruelles, impitoyables, inhumaines. Je vais vous donner quelques exemples des expériences qu'il a menées. Alors, bien sûr, les premières expériences qu'il va mener, c'est sur la stérilisation. Pourquoi? Parce qu'on veut stériliser les juifs, les tziganes et tous les êtres inférieurs, comme je vous dis ça, attention, c'est entre guillemets, c'est inférieur, tel que l'imaginait l'idéologie nazie. Et voilà, je vais les tuer. Je vais les tuer. Et l'idéologie nazie, voilà. Il va faire des expériences macabres. Alors d'abord, sur la stérilisation, je m'excuse. Oh là là. C'est les gens qui vous appellent, vous savez, pour vous vendre des trucs tout le temps. On va parler de la stérilisation. C'est ma faute, j'aurais dû l'éteindre. C'est sérieux comme sujet quand même. D'ailleurs, je vais le faire. Parce que là, je ne l'ai pas fait. Et c'est pas bien. Bon. Alors, stérilisation des femmes par injection de produits intra-utérins. Qui est là pour brûler leur utérus, pour le dessécher, etc., 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 etc. Expérience pour stériliser les hommes au rayon X. Avec de la mescaline. Sérum de vérité. Expérience sur les brûlures, on va brûler les champs profondément et après on va se mettre des crèmes, des trucs comme ça pour voir si ça marche. Si ça marche pas, ben on les tue. Expérience par électrochoc, vous savez, au niveau de la tête, sur des aliénés, pour voir si ça les ramène à quelque chose de plus normal. Expérience sur la malaria, une maladie qu'on attrape, on leur met la malaria et puis vas-y, voyons si tu survis. On va faire des moulages sur les organes génitaux féminins, qu'on va extraire par la suite. Bonjour le plaisir. Et il va faire des tests sur des vaccins. Et après, je te mets la maladie pour voir si le vaccin marche. C'est-à-dire, autant je vais te tuer, quoi. Voilà. Donc, il va faire toutes ces expériences-là. Mais il va en avoir de plus cruelles encore. Par exemple, il va prendre des individus pour leur injecter des corps étrangers, comme de l'essence ou d'autres produits, à base d'alcool, etc., pour voir comment le corps réagit, le corps se modifie pendant ce temps-là, et combien de temps il va pouvoir supporter la douleur. Et au bout de combien de temps il va mourir. Très intéressant, franchement. On ne peut pas faire plus stupide pour un homme intelligent. Juste pour observer un processus. Une autre expérience très connue de Mengele, ça se jouait sur la couleur des yeux. Vous savez que c'est très important, la couleur des yeux. Il fallait mieux avoir des yeux bleus. Qui est assez connue.
Il va injecter des colorants dans les globes oculaires des victimes pour voir si ça peut changer la couleur. Et après, par la suite, pour étudier tout ça, le mieux, c'est de lui arracher l'œil. Voilà. On le tue quand même peut-être avant, je sais pas trop. Ça, je sais pas. Et ces globes oculaires étaient envoyés dans des universités allemandes pour être étudiés. Mengele avait quelque chose que faisaient tous les médecins à Auschwitz, c'est quand les trains, vous savez souvent cette image du train qui arrive à Auschwitz et les déportés qui sont à l'intérieur, qu'on fait descendre. Et là, vous avez un médecin qui est là pour faire le tri entre ceux qu'on va envoyer mourir directement au gaz, en les gazant, et ceux qu'on va garder un petit peu pour les faire travailler. Et lui, il récupérait les enfants jumeaux, qui par la suite, il les séparait, les jumeaux, et il faisait toutes ces expériences sur l'un. Et il voulait voir si ça avait des effets sur l'autre. D'accord? Voilà, c'est un peu mystique hein, comme idée. Hein. C'est pas très scientifique pour un gars soi-disant intelligent. Et quand le jumeau sur lequel on faisait des tests mourait, on tuait l'autre pour vérifier s'il y avait eu quelque chose dans son corps qui aurait pu changer à cause des tests qu'on faisait à son frère ou à sa sœur. Ou à cause, par exemple, une maladie qu'on lui avait inoculée ou des produits qu'on lui avait inoculés, voir si ça avait fait les mêmes choses. Voilà. Science ou sans conscience. Hein. Voilà. Là, à l'époque, c'était pour la suprématie raciale, mais on pourrait avoir la science sans conscience pour la suprématie militaire, c'est la bombe atomique, et la science sans conscience pour la suprématie monétaire. Ça peut être des laboratoires, hein, tout est possible. Et là, on les retrouve, toujours les mêmes. Ils ont l'air gentils comme ça. Et on pense qu'il a fait 70 essais comme ça différents, hein, un peu fou, 70 projets médicaux qui partaient un peu dans tous les sens, un petit peu dans n'importe quoi, fait chez le docteur Mengele ou dans les autres camps de concentration hein, aussi, où on mettait le typhus aux gens et on voyait comment ça évoluait, on essayait des médicaments sur eux, on les brûlait avec au phosphore pour voir comment ça... comment on pouvait les soigner, et puis si on n'arrivait pas à les soigner, on les tuait. Et on les brûlait au phosphore, on les endormait pas avant, hein, allez-y. Hein. Voilà. Alors, pourquoi on l'appelait l'ange de la mort? Pourquoi l'ange? La mort, on comprend, mais l'ange. Parce que quand il récupérait les gens à l'arrivée du train, ces trains qui étaient bondés de familles juives ou autres, hein, et quand il venait pour récupérer les enfants en particulier, ben, il avait tendance à bien les traiter, les enfants. Et puis il était plutôt grand, il était plutôt jeune à l'époque, souriant, mignon, joli garçon, dans son bel uniforme impeccable. On dit qu'il chantonnait. Alors au milieu de cet enfer gris, noir, meurtrier, etc. C'était presque l'arrivée de quelqu'un de sympathique, quoi. Hein? Alors qu'il arrivait pour choisir qui allait vivre, qui allait mourir, et qui allait devenir un lapin. D'accord? Mais il a inspiré quelque part de la sympathie. En plus, ces sujets d'études de Mengele, ces petits lapins, étaient plutôt bien traités. Ou du moins, mieux traités que tous les autres déportés. Il créa même un terrain de jeu, paraît-il, pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, les enfants qu'il allait utiliser. Il faisait même appeler oncle Mengele par les enfants. Mais on voit bien que, à travers ça, on voit bien le sadisme quand même, hein. Le côté sadique, sans empathie, c'est-à-dire il arrive se mettre à la place de l'autre qui souffre, c'est pas son truc, quoi, ou qui va mourir, ou qui a peur. Il l'a pas, ça. Il comprend pas la douleur de l'autre. En plus, il est extrêmement antisémite.
bien imbibées d'idées raciales, de supériorité aryenne, et qu'il y a plein d'autres races qui doivent être éliminées. En particulier les Tziganes, les Roms, les Juifs, etc. Il n'a jamais exprimé le moindre remords tout au long de sa vie. Jusqu'à sa mort, il a trouvé que ce qu'il avait fait était normal et bien. Pour vous montrer qu'il était sadique quand même. Il était tellement gentil avec les enfants qu'il était capable de se faire aimer par eux. Parce qu'il venait, il s'occupait du moindre petit détail de leur vie quotidienne, il était capable de jouer avec eux, de leur ramener des petites friandises, les bonbons, des choses comme ça. Et donc, les enfants qui étaient un petit peu perdus et laissés à eux-mêmes, ils voyaient en lui quelqu'un de bon, quelque part. Hein, ils lui faisaient même confiance, sans savoir que c'est lui qui allait les tuer, qui allait les torturer. Voilà. Et qui allait les envoyer au crématoire. Par la suite, en même temps, il mena aussi des expériences sur des personnes atteintes de nanisme. Et après avoir tenté des expériences sur eux, il les tuait et envoyait les squelettes à Berlin pour étude. Eh oui. Il a même essayé d'opérer des jumeaux, d'en faire des siamois, c'est-à-dire les accrocher l'un à l'autre, pour voir s'ils vivaient, s'ils pouvaient vivre comme ça. Il faisait ça avec des Roms et des siamois, et il voyait si ça marchait ou pas. Évidemment, les enfants mouraient dans de terribles souffrances et on les laissait agoniser. Comme ça, voilà. L'horreur. Et tout ça, il n'était pas tout seul. Hein. Il était aidé par d'autres docteurs, il était aidé par des infirmières. Hein. C'était... On imagine quand même tous ces gens-là en train de faire quelque chose qui leur semblait bien, alors qu'en fin de compte, ils tuaient. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Mengele avait une maîtresse, il avait comme maîtresse, pendant ces moments-là, une gardienne, une femme terrible, qui était mariée, hein, mais sa femme n'était pas tout le temps là, mais l'ange blond, ou la belle bête, on l'appelait, parce qu'il y avait une autre qu'on appelait la bête, tout court. Son nom, c'était Irma Grise, je crois. Il me semble, hein, mais bon. C'était une chef gardienne, hein, et c'était une des gardiennes les plus brutales. Alors pourquoi l'ange? Parce qu'elle était blonde, elle était blanche, elle était du type arien, on peut le dire, et quand elle souriait, quand elle s'imitait, elle pouvait être attirante. Elle avait toujours un pistolet et un fouet sur elle, elle portait toujours les bottes en cuir, donc je me souvienne, et c'était la deuxième garde, c'était la numéro 2 en termes de garde supérieure au niveau des prisonniers, des femmes surtout, en particulier. Elle tuait de façon aléatoire, elle, hein, voilà. Surtout si elle pensait que vous étiez plus mignonne qu'elle. Pam, voilà. Elle avait tendance aussi elle faisait courir jusqu'à la chambre à gaz. C'est mieux hein, d'y aller en courant. Des fois qu'on perdrait du temps. On se rend compte que les femmes aussi, dans ce domaine-là, n'ont rien il n'y a pas de grande différence avec les hommes, quoi. Quand une femme a l'autorisation d'être brutale ou d'être au-dessus des lois morales, elle va rentrer dans ce système-là. Les femmes, elles vont rentrer dans les camps de concentration à partir de 1942, hein, les gardiennes. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu fâché contre sa famille, qui a essayé d'être en plus infirmière, elle n'a pas réussi, et elle trouve là, dans un statut, ces femmes-là. Hein.
elles trouvent un statut en tant que gardiennes SS, elles sont bien payées, elles font obéir, elles sont respectées par les hommes allemands. Et puis, on va dire qu'elles ont vachement l'esprit d'entreprise. Il faut du rendement. Et elles ont l'esprit d'entreprise, hein. On peut y aller. Hein. Et parmi les filles qu'elle trouvait des fois trop mignonnes, elle faisait un truc aussi terrible. Elle faisait des entailles sur les seins et elle laissait comme ça pour que, de façon à ce que ça s'infecte. Voilà, hein, pour qu'elle meure lentement d'une infection. Voilà, douloureuse. C'est sympa, hein, la nana. Hein. Alors on dit qu'elle a été la maîtresse de Mengele à un moment donné. C'est pour ça que je vous en parle. Bon, il y a eu encore pire qu'elle. C'est une ancienne gardienne chef des camps nazis, qui elle aussi avait dû... Voilà. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Il faudrait que ça me revienne. Bon, on prenait surtout des femmes entre 21 et 45 ans qui étaient célibataires pour garder les camps et pour garder les femmes. Comme ça, on évitait, vous savez, il ne faut pas qu'elles aient trop cet instinct maternel. Voilà, hein, qui pourrait amener trop de sensibilité vis-à-vis des autres mamans ou cette sensibilité vis-à-vis des enfants. D'accord? Donc surtout des femmes qui étaient célibataires et qui avaient peut-être une revanche à prendre sur leur vie. Voilà. Mais elles étaient aussi dures que les hommes, voire plus cruelles encore. Ah oui, Maria Mandel, on l'appelait la bête. Voilà, la bête. On pense que c'était la plus grande responsable au niveau d'un camp féminin. Je crois qu'elle était responsable à Auschwitz, si je me souviens bien. Et elle avait l'habitude de se prendre toujours dans les trains qui arrivaient un juif pour en faire son animal domestique. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle en ait marre de son animal domestique. Et comme toutes les autres, et comme la belle bête avant, là, elle tuait de façon, mademoiselle, tuait de façon aléatoire ceux qui lui plaisaient pas. Hein. D'accord? Quand elle en avait mal de son animal domestique, elle le faisait exécuter. Voilà. Mais bon, ce qu'elle préférait, c'était exécuter les enfants quand même. Et oui, c'est vrai, malheureusement. Hein. Mariam Mendel. Encore une horreur, celle-là. Ou dès qu'une autre femme la regardait aussi, il ne fallait pas la regarder. Si une femme la regardait, elle était aussitôt exécutée. Bon, heureusement, elle, comme la précédente, elles ont été attrapées en 1945, jugées et pendues en 1948. Comme Irma Grise. Hein. La petite amie de Mengele, elle aussi, pareil, jugée, pendue. Hein. L'ange blonde. C'était la façon dont on exécutait les anciens nazis à l'époque. Hein. Mengele, lui, pour revenir à Mengele, maintenant j'ai fait une distorsion là, pour rappeler que les femmes aussi avaient été gardiennes de prison et avaient été cruelles. Lui a réussi à s'échapper. Il a réussi à s'échapper. Et là, c'est fort. Et il a fait très fort. Je vais faire une parenthèse parce que je me souviens de quelque chose. C'est parce que souvent on m'a demandé s'il y avait eu des naissances. Des naissances dans les camps de concentration. Il y en a eu. Il y en a eu parce qu'il y a des femmes qui arrivaient, qui étaient enceintes, etc. On a le rapport d'une infirmière, dame polonaise qui était sage-femme dans la vie, qui était résistante et qui s'est retrouvée à Auschwitz, face à Mengele d'ailleurs, à garder ces femmes. Elle n'était pas gardienne, elle était elle-même une résistante qui avait été envoyée dans 5 camps, mais on l'avait mis là
pour garder les femmes qui étaient justement enceintes. Et c'est horrible. Si vous, toujours vous tombez sur son témoignage, c'est horrible. On pense qu'il y a eu à peu près, hein, parce qu'il n'y a eu aucun chiffre là-dessus, c'était horrible, 3000 naissances. Et 1500 auraient été tués tout de suite après la naissance dans le camp d'Auschwitz. D'après la sage-femme polonaise qui était chargée de s'occuper d'elle, les enfants étaient pris par un SS tout de suite, qui allait le noyer aussitôt dans une cuve. C'est-à-dire, elle disait qu'on entendait le premier cri du bébé et on entendait le plouf quand il jetait le bébé dans l'eau. Enfin, elle pense, cette dame, dans son livre, que quelques centaines ont réussi à survivre parce qu'ils avaient les yeux bleus. Alors, parce que cela, on pouvait les germaniser. Voilà. On va dire envoyer dans des sortes de camps où ils allaient être élevés et germanisés. Voilà. D'accord ? Voilà donc. Voilà pour les bébés. La plupart du temps, les femmes enceintes, on les mettait dans un bâtiment délabré, sale. Des fois, elles mouraient souvent, ou on les tuait après. Une fois que les bébés avaient été noyés, ils les jetaient aux rats. Les rats les bouffaient. Elle disait qu'il y avait des rats qui étaient aussi gros que des chats, à force de bien manger. Horrible, horrible. C'est vrai, tu imaginais des rats aussi gros que des chats, mon Dieu, à force de manger des bébés. Bon, voilà. Mais cette femme a quand même eu la force de sauver quelques enfants grâce à leurs yeux bleus. Mais c'était pratiquement mission impossible. Et quelques mamans aussi. Mais c'était pratiquement mission impossible. Parce que souvent, les SS, s'ils avaient rien d'autre à faire, c'était mort immédiate. Je sais par contre qu'il y a un enfant qui est né dans un camp de concentration. Je crois du côté de l'Autriche. Mais vers la fin de la guerre, évidemment. Voilà, vers 1945, juste avant que le camp soit libéré. Et grâce à un petit groupe de femmes qui a réussi à cacher l'enfant, s'en occuper l'air de rien, et le faire tourner de façon à ce qu'il reste tout le temps calme, parce qu'au moindre bruit du bébé qui criait, évidemment, c'était la mise à mort. Et il a pu être sauvé, et aujourd'hui, mais évidemment, c'est un vieux monsieur, voilà. Mais à ma connaissance, c'est le seul. C'est le seul. Français. Voilà, français du moins. Voilà. Voilà pour les bébés. Et j'ai que cette représentation de cette dame polonaise, de cette sage-femme polonaise qui a témoigné par la suite de ce qu'elle avait fait et vécu. C'est l'horreur. Mais après, retournons à Mengele. Mengele, qu'est-ce qu'il a fait après? Parce que normalement, Mengele, il aurait dû être attrapé et jugé, comme les deux nanas dont je vous ai parlé tout à l'heure, les deux gardiennes. Il aurait dû être attrapé, jugé, pendu. Eh bien, on a un Mengele qui va réussir à s'échapper, qui va errer plus ou moins dans l'Allemagne nazie, qui est en train de s'effondrer, et il va réussir à s'échapper grâce à un réseau d'anciens SS qui vont l'amener à la Croix-Rouge suisse, où il va dorénavant s'appeler Helmut Gregor. Voilà. Et de là, il va filer vers l'Argentine, où il y a, d'Amérique du Sud, il y a plein d'anciens nazis qui se sont réfugiés. À ce moment-là, sa femme refuse de l'accompagner parce que, d'abord, elle se rend compte un petit peu de ce qui s'est réellement passé, et elle voit l'horreur
les Allemands, certains Allemands découvrent aussi l'horreur des camps et compagnie, et ce qu'il aurait pu faire. Et donc elle refuse de le suivre, et il va divorcer. Voilà, ils vont divorcer. À Buenos Aires, il s'installe chez des amis nazis, où il va rester quelque temps. Et là, il côtoie, je dis bien côtoie, plusieurs membres de la, écoutez bien, la Nazi Society. Elle existait. Donc ils se regroupaient, on savait où ils se regroupaient, hein, où ils faisaient la fête, où ils prenaient l'apéro, où ils parlaient du bon vieux temps. Et c'était en Argentine. Puis à la suite, quand il a senti qu'il était un petit peu poursuivi par les services secrets israéliens, il est parti vers l'Uruguay. Là, en Uruguay, de nouveau, il va se sentir un peu visé. Il passe au Paraguay, à côté. Et là, il change de nom. Il va s'appeler José Mengele. José. Voilà. Alors, la chance qu'il a eue, c'est que les Alliés pensaient qu'il était mort. À un moment donné, ils ont cru qu'il était mort. Voilà. Donc, pendant le procès, le fameux procès des nazis de Nuremberg, il a été cité plusieurs fois comme criminel de guerre. Mais comme on n'avait pas mis la main dessus, ben, on a pensé qu'il était mort. Parce qu'il y avait même des chasseurs de nazis à l'époque, et donc il est passé entre les mailles du filet. Les chasseurs nazis comme Simon Wiesenthal, par exemple, rassemblent les témoignages à l'époque des femmes, des hommes qui ont été torturés, des enfants, etc., des personnes atteintes de nanisme qui ont subi des expériences et qui ont réussi à survivre. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il est vivant. Et à 60 ans, tout d'un coup, il se rend compte que de nouveau, il est visé au Paraguay. Donc, il part au Brésil. Et c'est là où il va mourir. Voilà. Il aura bien vécu pendant tout ce temps, aidé par beaucoup de sympathisants nazis. Il est mort tout simplement alors que sa santé était fragile, à 79 ans. Il se baignait, voilà, et il s'est noyé. Il a été enterré sous le nom de Volvera Fauno, un truc comme ça. Un autre nom, quoi. Hein, un autre nom qu'il utilisait depuis qu'il était au Brésil. Et vous voyez ce qu'il a fait. Mais c'est comme ça que d'ailleurs que beaucoup d'anciens nazis ont réussi à échapper justement à leur procès. Voilà. En partant en Amérique du Sud, où il y avait des dictatures qui les protégeaient plus ou moins. Un philosophe, ça me fait penser à quelque chose, un philosophe allemand qui s'appelait Nietzsche, vous avez dû en entendre parler, un philosophe du 19e siècle, disait que le fanatisme est la seule forme de volonté qui puisse être insufflée aux faibles et aux timides. Et vous voyez que là, le fanatisme est bien rentré dans les têtes des gens. Et puis, la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Parce que quelqu'un au-dessus leur avait dit, mais oui, on peut, allez-y. Et tous ces gens, tous ces faibles et ces timides, ces femmes, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, elles étaient bien imprégnées. Parce qu'on leur avait donné cette seule forme de volonté, le fanatisme. Qui peut, dans nos sociétés modernes, ça peut être l'esprit d'entreprise, des fois, il faut faire attention. Voilà. C'était quand même fou. Entre ces hommes qui paraissent normaux, ces femmes qui étaient normaux en dehors de la guerre, qui se transforment en monstres. Parce qu'on leur dit, allez, tu peux, vas-y.
tu as le droit. Hein, c'est pour le bien de tous, en plus. Voilà. Et ça les a amenés à faire n'importe quoi. Et souvent le pire. Ben, je vous remercie. J'ai eu des silences, parfois je me demande, je vous demande pardon, parce que quand j'imagine certaines choses, quand je vois certaines images dans ma tête de tous ces tests, de toute cette violence dans ces camps, parce que là j'ai parlé du cas Mengele et du cas de certaines personnes, mais et c'était de la violence au quotidien, c'était de la haine au quotidien, voilà. Et que des gens aient pu survivre à tout ça, c'était extraordinaire. Alors on parle souvent de courage, quand les gens ont survécu à tout ça. Est-ce que c'était vraiment du courage? Je ne serais pas capable de vous le dire réellement. Mais du moins, ça montrait une volonté de vivre et de témoigner, certainement. Merci pour votre écoute. À très bientôt avec Armarius pour quelque chose de plus sympa ou d'un peu plus classique, j'espère, plus normal, moins terrible. Quoique le monde a toujours été terrible. C'est l'humain. À très bientôt avec Armarius. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Allez, ciao, à la prochaine fois.